Bonsoir à tous, bienvenue sur TV 78 pour votre nouvelle émission le 7-8. Nous sommes le mercredi 26 octobre, voici le programme. Elles seront installées en nombre dans les prochaines semaines, baptisées Start Ski. 50 nouveaux points de recharge publics seront proposés aux utilisateurs. Les bornes déjà présentes à Maurepas, Coignères, Plaisir et Villepreux vont être adaptées et modernisées. L'objectif de 50 ans en Yvelines, 200 bornes d'ici la fin de l'année 2023. Santé, une maison médicale vient d'être inaugurée dans la commune de Maule. Elle aura pour objectif de pallier au risque d'une pénurie de médecins dans cette zone rurale de 13 000 habitants. Cette ouverture a été soutenue par le département. Plus d'informations dans ce 7-8 avec le maire de la commune Laurent Richard, également vice-président à la santé au département. Et enfin, nous allons vous raconter l'histoire de deux amis d'enfance, Pierre-Olivier et Timothée. Ces gourmands ont décidé en 2015 de lancer leur propre fabrication de cookies artisanaux. 7 ans plus tard, ils sont une dizaine à faire tourner l'entreprise. Nous vous ferons entrer dans les coulisses de l'entreprise. Et avec moi sur ce plateau, Bertrand Coquard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le vice-président en charge de la Smart City de l'énergie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ensemble, nous allons parler de ce lancement des bornes de recharge de véhicules électriques à Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec plaisir. Avec plaisir dans quelques instants. Oui. Avec nous également Mathilde Francou, bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors vous allez nous présenter dans un instant les informations à retenir. Oui, tout de à ce fait. jour, Et dans on les va Yvelines. parler de trottinettes électriques et aussi d'un parc de loisirs alpins qui va bientôt ouvrir ses portes. Céline Charlet est également avec nous sur ce plateau, journaliste de TV78. Alors Céline, avec vous, on va parler cinéma. Oui, je vous ai fait une petite sélection de 4 films sortis aujourd'hui. Alors, horreur, thriller, il y en aura pour tous les goûts. Et en seconde partie d'émission, nous aurons en interview la police municipale de Triel-sur-Seine. Elle organise une sensibilisation aux violences conjugales. Mais avant, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à la météo de demain. Quel temps fera-t-il dans les Yvelines ce jeudi? Il fera plutôt beau dans les Yvelines. Le ciel sera partiellement couvert dans le nord et le sud du département. Les températures seront plutôt douces pour la saison le matin. Il fera 16 degrés à Mantes-la-Jolie et Versailles, 15 degrés à Houdan et Rambouillet. L'après-midi, le temps sera également couvert sur l'ensemble du département de Rambouillet à Mantes-la-Jolie. On pourra sortir en t-shirt l'après-midi. Il fera 22 degrés à Mantes-la-Jolie et 21 degrés à Rambouillet. Des températures bien au-dessus des normales de saison. Et demain, nous fêterons la Sainte Emeline. Le point maintenant sur l'actualité du jour dans les Yvelines. Avec vous, Mathilde, c'est parti. On commence comme d'habitude par notre chiffre du jour, 65 000. Pourquoi ? 65 000, Mickaël, c'est le nombre d'utilisateurs de trottinettes électriques à Saint-Quentin en Yvelines depuis mai 2021 et selon le responsable du développement du groupe Tiers Mobility, cela représente un bon bilan. Écoutez. Un véritable succès. Tiers a dépassé plus d'1 million de trajets ici sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, 1 200 000 trajets pour être précis, réalisés par plus de 65 000 utilisateurs, usagers uniques. C'est un taux de pénétration de 28% par rapport à la population saint-quentinoise et un taux de pénétration de 70% par rapport à la population cible, c'est-à-dire les personnes entre 15 et 45 ans. Et pendant la pénurie de carburant, le nombre d'utilisations de trottinettes électriques a augmenté de 20%. Elles sont aujourd'hui disponibles dans 40 communes des Yvelines, mais le groupe Tiers Mobility souhaite se développer par la suite. Les salariés du site L'Oréal à Rambouillet étaient en grève aujourd'hui. Face à l'inflation, ils demandent une augmentation de leur salaire de 4 à 5% sur les 250 salariés du site. Ils étaient une cinquantaine à faire grève aujourd'hui devant les grilles du groupe industriel français de cosmétiques. En début d'année, la direction avait accordé une hausse des salaires de 2,6%, mais c'est insuffisant selon la CGT et la CFDT. D'autres usines de L'Oréal étaient en grève aujourd'hui, comme dans l'Aisne et la Somme. Faire du ski dans les Yvelines, c'est insolite et surtout bientôt possible, Mathilde. Et oui, Mickaël, un immense parc de loisirs sur le thème des sports d'hiver va ouvrir le 1er novembre sur l'île des impressionnistes de Chatou. Au programme, piste de luge de plus de 4 mètres de haut et de 25 mètres de long, une piste de ski sur un tapis roulant, 170 cabines téléphériques pour savourer une bonne raclette ou une fondue. Le célèbre patineur Philippe Candeloro, vice-champion du monde de patinage artistique, présentera également 12 spectacles jusqu'au 29 janvier.
Mais à l'heure de la sobriété énergétique prônée, ce projet est-il vraiment raisonnable, Mathilde ? Eh bien, c'est une question que bon nombre d'habitants se posent. Les organisateurs l'assurent, ce projet consomme 10 fois moins que Disney ou le parc Astérix. La patinoire est optimisée pour consommer un minimum d'énergie et les pistes de luge et de ski seront sur un revêtement synthétique. On termine par l'image du jour, Mathilde, c'est la composition de l'équipe de France féminine de rugby qui joue actuellement, on le sait tous, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Effectivement, Mickaël, une composition qui nous concerne puisque l'Yvelinoise Émilie Boulard est de nouveau titulaire. Et on la suit régulièrement, On la Émilie Boulard. suit régulièrement. Après avoir joué les matchs de poule contre l'Afrique du Sud, l'Angleterre et les Fidji, la native de Rambouillet sera sur le terrain pour le quart de finale contre l'Italie. La place en demi-finale qui se jouera ce samedi 29 octobre à 5h du matin. Il va falloir mettre le réveil très tôt, Mickaël, pour supporter les Bleus et cette Yvelinoise qui a déjà inscrit 2 essais dans cette compétition. Je vais le mettre, le réveil, très tôt. Bertrand Coquard, vous aussi, vous allez mettre le réveil ? Ah oui, absolument, il faut soutenir. Moi, j'ai ma fille qui joue au rugby féminin, ça se développe beaucoup. Voilà, très, très content de le suivre. Merci Mathilde, en tout cas, pour ces informations à retenir pour cette journée du 26 octobre. Et si vous aussi, vous voyez une info ou une image qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur Twitter avec le hashtag 78news. C'est tout nouveau, donc n'hésitez pas. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, 50 ans en Yvelines va déployer des nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques. Il y aura 50 nouveaux points d'ici fin 2023. Le projet est baptisé Start Ski. Bertrand Coquard, vous êtes le vice-président en charge de la Smart City et de l'énergie à 50 ans en Yvelines. On va parler avec vous de ce lancement. Alors, avant de parler du chiffre, est-ce que ces bornes étaient une demande, on peut le dire, de la population locale ? Alors, c'était une demande surtout de l'utilisation des villes, puisqu'elles étaient pas vraiment également réparties, puisqu'il n'y avait que dans 4 villes. Alors oui, il y a une grosse demande sur l'utilisation des bornes électriques dans le domaine public, puisque la majorité des personnes se rechargent chez elles, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne disposent pas de ces bornes-là. Et bien sûr, pour nous, c'est très important de participer à la réduction du gaz à effet de serre dans nos villes et de pouvoir reprendre la main, effectivement, sur le déploiement de ces bornes publiques, et notamment dans un objectif d'attractivité d'entreprise ou du territoire sur les commerces également. Le projet était dans les cartons depuis longtemps ? Le projet était dans les cartons depuis 2 ans et demi à peu près. On a fait une première expérience. Il y a eu 36 points de charge sur les 4 villes dont on a parlé. Et on a vu que le taux d'utilisation n'était pas forcément comme on le souhaitait. Et on pensait qu'il fallait complémenter cette offre. Il fallait faire des choses un petit peu différentes, un nouveau look, la relancer et la mettre sur toutes les villes. Donc c'est le bon moment aujourd'hui avec le prix de l'essence et les besoins en électrique. Et comment ça fonctionne concrètement ? Alors, nouvelle offre, nouveau look, nouveau service, nouveau prix. Concrètement, vous allez avoir les bornes actuelles qui vont être effectivement redesignées avec bon, évidemment, ça parle à notre génération, Start Ski, ça fait un peu Starkey Hutch, évidemment, donc très identifiable. Donc c'était aussi j'allais vous poser la question justement. C'est vous qui avez eu l'idée ou Non, pas ? c'est les services. Alors, je tairai le nom de la personne, mais en tout cas, ça nous a beaucoup plu de partir là-dessus. Et les premiers retours sur les publicités, on en voit un petit peu partout, sont très favorables. Alors, il y a la possibilité d'avoir 3 bornes différentes. D'abord, il faut savoir que ça ne s'adresse pas que pour les voitures, mais également, vous pouvez recharger les vélos, vous pouvez également recharger les motos, parce qu'on a de plus en plus de motos électriques, donc ça, c'est très intéressant. 3 bornes, une recharge, je dirais, classique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui prennent entre 2 et 3 heures maximum. Une recharge un petit peu plus rapide et une recharge très rapide qui va concerner plutôt là, les zones d'entreprise qui ne sont pas encore en déploiement, mais qui devraient être déployées d'ici un an et demi. Oui, les noms standard, express et boost, c'est ça ? Exactement si ça, boost, voilà, parce qu'on connaît les bornes des Tesla, par exemple, les superchargeurs ou les Ion, Ionity. Donc nous aurons nos bornes. C'est du même niveau ? C'est du même niveau, absolument. Ça permet de recharger très rapidement en une demi-heure, 45 minutes. Et c'est très important, encore une fois, pour l'attractivité du territoire, pour les gens qui se déplacent, s'arrêtent à Saint-Quentin, consomment sur Saint-Quentin ou vont à l'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines, se rechargent rapidement et repartent du territoire. J'ai vu également moins 30% pour ceux qui rechargent la nuit. Absolument. Aujourd'hui, vous savez que tout le monde recharge à peu près en même temps, donc c'est intéressant aussi de pouvoir le faire. Donc les tarifs très simples, 30 centimes du kilowattheure pour la borne standard, 60 centimes pour la borne effectivement que l'on appelle express, qui permet de recharger rapidement en 1 heure, 1 heure et demie. La nuit, entre 22h et 8h du matin, moins 30%. Donc et puis vous n'aurez pas de majoration, puisque l'on souhaite qu'effectivement les personnes ne se
gare pas là pendant 3 ou 4 heures, on souhaite avoir une rotation importante. Donc il va y avoir une majoration. Si vous allez au-delà de 3 heures de charge, vous aurez une majoration. Ce ne sera pas le cas la nuit. Donc la nuit, effectivement, de minuit à 8 heures du matin, 30% de réduction, donc 30 centimes d'euros. Et les bornes seront installées dans toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, absolument. Parce que pour l'instant, il y avait Maurepas, Coignières, Plaisir et Villepreux. Là, ça sera partout. Ce sera partout très rapidement, 2 bornes minimum dans chaque ville. Ça, c'est l'objectif le plus rapide. Et à terme, vous l'avez mentionné, 200 points de charge en 2023. Et on connaîtra les emplacements dans les prochains jours, du coup ? Alors, c'est encore en discussion avec les communes, puisqu'effectivement, c'est important qu'il y ait une synergie complète. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra communiquer sur l'emplacement des futures bornes, mais en tout cas, les prochaines, on devrait savoir ça assez rapidement à travers le site. Il y aura une application également que l'on pourra utiliser. Je ne l'ai pas dit, très facilement à la recharge. Soit vous avez une carte 50 ans en Yvelines Starski, soit vous utilisez votre carte bleue directement, donc extrêmement facile d'utilisation, extrêmement simple. C'est comme ça qu'on souhaitait aujourd'hui cette nouvelle offre. Est-ce que c'est facile à déployer ce style d'offre ? C'est pas. Alors, techniquement, oui. Il faut vraiment, évidemment, regarder avec les services techniques. Il faut surtout pouvoir anticiper les mouvements en termes d'urbanisme des villes. On ne va pas implanter une borne alors qu'un an après, il y a un parking ou des modifications qui doivent être faites. Donc, il doit y avoir une bonne coordination au niveau des villes. Surtout, l'important, c'est aujourd'hui de basculer sur une deuxième génération de bornes. La première génération de bornes pouvait connaître des problèmes d'humidité, de manque d'étanchéité. Sur ces deuxièmes générations-là, nous avons réglé le problème, donc on aura des bornes un petit peu plus pérennes. Et combien ça coûte à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce dispositif ? Alors, on va le passer dans le budget. L'idée, c'est qu'on soit à peu près à coût équilibré. Bien sûr, il y a un investissement qui est fait, d'un peu plus de 100 000 euros, pour vous donner d'ordre d'idée. Par contre, en termes de fonctionnement, on devrait pouvoir rentrer dans notre coût si nous suivons le modèle que nous voulons, qui n'est pas un modèle excessif en termes de recharge. Je pense que ça va bien fonctionner. La demande est là, et donc ça ne devrait pas à terme coûter beaucoup plus que ça aux usagers pour bénéficier d'un service, je dirais, très pratique, concret. On l'a dit, 200 bornes d'ici 2023. Est-ce qu'il y en aura encore plus dans les années à venir, au-delà de 2023 ? On regardera sur la demande, évidemment. Il y aura un bilan qui sera fait. Il y a un bilan qui prochaine. sera fait. On regardera sur les bornes qu'on appelle 2.0, dans lesquelles vous allez pouvoir aussi interagir avec des données, avec pourquoi pas, à partir de la borne, pouvoir consulter quels sont les derniers films et pouvoir interagir. Donc c'est un petit peu ça l'avenir. C'est pas que des bornes de recharge, mais il peut y avoir des bornes interactives très intéressantes. Alors en tout cas, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous connecter sur le site de 50 ans en Yvelines, 50ansenyvelines.fr. Merci Bertrand Coquart. On vous garde encore quelques instants avec nous dans cette émission où il faudra réagir sur plusieurs sujets dans quelques instants. Alors on va maintenant parler d'une initiative lancée par l'entreprise Orange lors de l'Université des mairies de l'Ouest parisien mi-octobre. La firme a signé des conventions avec des petites communes du département. Objectif, récupérer des téléphones portables usagés pour les recycler. Au total, une vingtaine de communes de l'Ouest parisien participent à cette opération. Il y a par exemple la commune d'Orphin. On écoute Jean-Luc Giraud, il nous présente le concept au micro de TV78. Ils ont un site web qui leur est dédié. On a signé une convention avec eux. Ils y vont, ils commandent la boîte leur est livrée sur place, ils la mettent dans leur commune, à l'endroit qu'ils veulent. De temps en temps, ils font des partenariats avec une école pour faire une animation ponctuelle d'une journée, ou lors des journées des associations sur des actions de recyclage au niveau de la commune. Et dès que cette boîte est pleine, donc ils mettent cette boîte, les gens mettent leur téléphone, leurs fils qui vont avec, leur chargeur, et dès que la boîte est pleine, ils vont sur le site web, ils disent la boîte est pleine, et quelqu'un vient chercher la boîte en conséquence et leur donne une nouvelle boîte vide pour pouvoir de nouveau répéter cette opération. On va maintenant parler de cette maison médicale inaugurée dans la commune de Maule. Nous sommes sur ce plateau avec Laurent Richard, le maire de la commune et conseiller départemental, vice-président délégué à la santé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va tout de suite parler de cette inauguration à Maule, avant de parler plus globalement de cette désertification médicale sur le territoire des Yvelines. Vous êtes un maire ravi, j'imagine, après cette inauguration. L'inauguration officielle a eu lieu samedi dernier, je le rappelle. Elle a eu lieu exactement samedi dernier, il y a quelques jours. Et absolument, bien sûr, ravi. Elle avait ouvert ses portes déjà au début mai, en montant en puissance en quelques mois. Et maintenant, elle tourne à plein régime pratiquement. Et ravi parce que c'est 6 ans, 7 ans de travail, de préparation pour arriver à ce résultat, quoi.
Et comment elle est constituée, du coup, cette maison médicale? Alors, Il y a combien de médecins à l'intérieur? Elle est prévue pour avoir 5 médecins généralistes, un interne généraliste, et trois spécialistes qui se succéderont de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain particulièrement, mais aussi de Mantes et de Meulan, et qui se succéderont dans le même cabinet, mais on n'a pas besoin d'avoir des spécialistes absolument à plein temps dans le bassin de santé de Maule. Et nous aurons aussi une infirmière, une IPA, c'est une infirmière en pratique avancée. Ça, c'est extrêmement intéressant, notamment pour ceux qui ont des thérapies à suivre en matière de cancer, chimio et autres. Et puis, nous avons déjà trois chirurgiens dentistes. On a 3 paramédicaux, orthophonistes, podologues, etc. Et on a 4 infirmières également. Enfin, on a installé dans la maison médicale un laboratoire d'analyse médicale. Et à l'étage, on partage l'étage avec le territoire d'action départementale qui gère essentiellement, disons, l'action sociale du département dans tout ce secteur. Donc il y a une synergie aussi assez forte. C'était une demande de vos administrés? Ils vous en parlaient souvent, peut-être, sur le terrain? Non, très honnêtement, on est anticipé par rapport à eux. Ils n'en parlaient pas encore. Quand je vous dis que ça fait 6 ou 7 ans qu'on travaille dessus, on a anticipé, et grâce aux praticiens, aux professionnels de santé qui étaient effectivement à Maule. Ils ont pris conscience effectivement à la fois de l'âge de la retraite qui s'approchait pour les uns et les autres, et donc ils voyaient venir le désert médical, sachant très bien qu'ils avaient énormément de problèmes pour ceux qui déjà recherchaient il y a 5 ans à trouver le moindre successeur. Donc ils nous ont alertés, et ils l'ont fait très intelligemment, dans ce sens qu'ils ont constitué, et moi je les ai encouragés à le faire, une association qui s'appelle J'aime soigner à Maule, entre eux. Et on a utilisé donc cette association et leur présence, bien sûr, pour leur faire partager toute la préparation de cette maison médicale, donc tout l'agencement, avec le programmiste du département, qui nous aidait, bien entendu, au niveau de l'architecture intérieure, j'entends bien, et donc la fonctionnalité, finalement, de l'établissement et sa pleine utilité. Cette maison médicale va servir à environ 13 000 personnes, d'après les chiffres que j'ai, peut-être un peu plus. Même plus, oui. Moi, j'évalue ça au moins 15 000 personnes, parce que les chiffres dont on dispose ont toujours un peu de retard sur la réalité. C'est ce que représente le bassin de santé de Maule, effectivement. Alors, il y a une baisse de plus de 20% du nombre de médecins généralistes dans les Yvelines en 10 ans. Comment vous l'expliquez ? Très simplement, baisse du numerus clausus, volontaire de la part, effectivement, de nos gouvernants, qui a commencé, je dirais, il y a presque une trentaine d'années, mais surtout il y a 20 ans. Et non seulement baisse du numerus clausus, mais des locaux qui deviennent bien sûr insuffisants pour augmenter aujourd'hui ce numerus clausus d'une façon assez importante, des locaux, je veux dire, universitaires. Et croyant tout cela stupidement, je dirais, très honnêtement, baisser le déficit de la sécurité sociale en disant s'il y a moins de médecins, il y aura moins d'ordonnances, s'il y a moins d'ordonnances, il y aura moins de médicaments, etc. Donc on aura moins d'actes et moins de dépenses médicaments. Et donc on lutte, c'est une façon de lutter contre le déficit de la sécurité sociale, pensions-nous, il y a plus de 20 ans. La pension, pensaient nos gouvernants. Grosse erreur, bien entendu, puisque c'est pas l'inverse, mais enfin aujourd'hui ça a produit... C'est facile de dire on économise en matière de budget en ne soignant plus les gens. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc ça a été une très mauvaise décision. Donc c'est véritablement la conséquence. Ils arrivent à la retraite et il n'y a personne derrière, il n'y en a pas assez. Donc les nouveaux choisissent l'endroit où ils vont aller. Ils ont vraiment l'embarras du choix. Et peut-être un petit peu moins dans les campagnes, la campagne yvelinoise. Alors la campagne yvelinoise, elle est agréable. Mais encore, faut-il avoir envie d'y vivre. Et surtout, en fait, les jeunes médecins aujourd'hui ont envie de travailler en équipe, de travailler plutôt 35 heures que 70, comme faisaient leurs prédécesseurs, en faisant des visites même le week-end. Et puis, d'être dans l'échange au niveau de diagnostic. Donc, il y a du fond aussi derrière. C'est-à-dire avoir un projet médical et puis être dans l'échange au niveau de diagnostic avec une équipe, tout en étant libéral. C'est-à-dire tous les médecins qui sont à Maule sont des libéraux. Ils continuent l'exercice libéral, mais
mais ils bénéficient de la proximité des autres et du travail d'équipe. Et il manque des spécialistes aussi. Alors, il manque aussi des spécialistes, on le sait tous, pour les ophtalmos, les dermatos, par exemple, pour prendre des spécialités de ce genre dont les quotas aussi ont été largement réduits par le ministère. Mais c'est moins sensible dans nos campagnes où il fallait nous déplacer déjà assez loin pour pouvoir bénéficier de spécialistes. Quand je dis assez loin, pour nous c'est assez facile, on n'est pas loin de la vallée de la Seine, on n'est pas loin de Poissy, on n'est pas loin de Saint-Germain, donc c'est assez simple, mais c'est le cas. Donc, mais néanmoins, c'est important qu'ils viennent ici, et en plus, je pense que là, on va être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça va permettre à l'hôpital de faire une consultation avancée, une demi-journée ou une journée par semaine pour certains de ces spécialistes, dans le milieu rural, et ça lui permet effectivement aussi d'avoir d'être plus proche effectivement de sa patientèle potentielle et de rapatrier des actes de chirurgie par exemple dans leurs propres hôpitaux de façon à ce que les hôpitaux tournent mieux encore qu'ils ne tournent actuellement. Ils pourraient améliorer effectivement le rendement des gros investissements qui sont faits quand même à l'hôpital au niveau chirurgical par exemple. Dernière question, il y a ces maisons médicales, mais est-ce que le département œuvre également sur d'autres secteurs pour améliorer le secteur de la santé ? Alors, bien sûr. Je pense notamment à la télémédecine. Les maisons médicales, c'est fondamental, puisqu'en fait, c'est 32 millions qui sont consacrés par le département sur 22 maisons médicales. 9 sont déjà terminées et en fonction. Et là, Maule, c'était la première qui soit 100% départementale. On nous a délégué la maîtrise d'ouvrage, on nous délègue sa gestion, mais elle est la propriété du département. Donc 22 maisons médicales d'ici 2025. D'ici 2025. Dans le les département 9 sont Yvelines. déjà en fonction, les autres sont en cours de réalisation et vont être inaugurés au fil de l'eau pendant les 3 années prochaines. Au-delà de cela, on consacre 9 millions d'euros, et ça commence dès la fin de cette année, par l'implantation d'une cinquantaine, pour l'instant, 51 pour être précis, cabines de télémédecine qui permettent de compléter encore cette offre de soins nouvelle. Il faut savoir que les maisons médicales permettent d'avoir à peu près un tiers de médecins qui existent déjà sur le territoire, mais 2 tiers qui sont des nouveaux médecins qui arrivent, qui sont soit de jeunes médecins, soit des médecins qui arrivent d'autres territoires pour nous rejoindre. Et là, la télémédecine va permettre effectivement d'augmenter cette offre de soins, mais pour bien sûr des affections beaucoup plus banales, quoi, une grippe, un bobo, voilà, des choses relativement simples. Dès qu'elles viennent plus compliquées, bien sûr que le médecin qui sera derrière l'écran prescrira, bien sûr, la rencontre d'un généraliste. C'est très important, c'est très bien perçu par les médecins eux-mêmes, parce que ça va les décharger. Il faut savoir que nos médecins, déjà, sont très, très, très chargés dans les maisons médicales. Donc, on va mettre une cabine de télémédecine dans notre maison médicale de Maule, le département va le faire, et c'est très bien perçu. Ça fera peut-être 1000 actes qui passeront, qui sont simples, et qui passeront par cette cabine de télémédecine et qui rentreront dans les fichiers de nos médecins, ce qui permettra au médecin référent de continuer à suivre parfaitement son patient. Merci à vous, Laurent Richard, vice-président délégué à la santé au département des Yvelines et maire de Maule. L'entretien a été enregistré dans l'après-midi. Bertrand Coquart, qu'est-ce que vous en pensez de cette maison médicale à Maule ? C'est essentiel, le département s'engage effectivement auprès des communes qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir investir dans des maisons médicales. On sait que c'est ce qui permet aux gens de rester, de ne pas partir ailleurs. Il y a un besoin médical important, peu importe la ville, qu'elle soit urbaine ou rurale. C'est quelque chose qui est important. Alors, on met les murs. Après, il y a toujours la difficulté effectivement d'avoir des médecins, puisque ça, c'est toujours une pénurie qui ne sera pas résolue. Donc, le deuxième étape, la semaine dernière, je me permets un petit aparté, la semaine dernière, on a signé au conseil départemental un appel
un projet pour la télémédecine sous 3 formats: cabine dans ces maisons médicales-là, donc ça permet effectivement d'avoir la maison médicale, d'avoir le médecin directement connecté, ou des bornes dans les pharmacies, ou encore de la télémédecine avec une petite mallette où les gens viendraient à domicile. Donc c'est un complément idéal. Le département aujourd'hui investit, puisque sans le département, ce serait compliqué de pouvoir donner des solutions. Donc c'est 2 types de solutions: maison médicale, mon collègue m'en a parlé, et cet appel d'offres qui devrait être résolu d'ici la fin d'année. On devrait pouvoir mettre ça en place. Donc connecter le médecin dans la maison médicale, avec un besoin très important aujourd'hui, on est en pénurie. Vous êtes aussi conseiller municipal au Clé-sous-Bois. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez au Clé-sous-Bois ? Oui, absolument. Aujourd'hui, on a perdu des médecins qui partaient à la retraite. On a, je crois, 5 médecins qui ont entre 60 et 65 ans, donc ils vont partir à la retraite. Il faut les remplacer. Il n'y a pas de remplaçant. On a un projet de maison médicale qui est important. Entre-temps, on aura aussi ces télécabines. Les deux doivent fonctionner ensemble. Merci à vous Bertrand Coquart. Je le rappelle, vous êtes entre autres vice-président en charge de la Smart City et de l'énergie à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous êtes gourmand autour de cette table ? Bertrand Coquart peut-être ? Oui, gourmand. Pas entre les repas, mais pendant le repas, oui, notamment le chocolat. Mathilde ? Oui, je pense que tout le monde le sait, autour de dans c'est la l'autorité rédaction. publique. Oui, je suis très gourmande. Et vous, c'est Céline ? Pareil, mais entre les repas, moi. Alors, on va maintenant parler d'une histoire formidable. C'est l'histoire de 2 amis d'enfance, Pierre-Olivier et Timothée. Ces gourmands ont décidé en 2015 de lancer leur propre fabrication de cookies artisanaux. 7 ans plus tard, ils sont une dizaine à faire tourner l'entreprise. On vous fait découvrir les coulisses d'une journée avec eux. Bonjour et bienvenue dans notre laboratoire de cookies artisanales des Allieux-le-Roi. Nous allons vous proposer une visite afin de voir comment se prépare une pâte à cookies. Nous avons ici Alexandre aujourd'hui en production, par exemple en train de faire une pâte au caramel beurre salé dans un robot ici présent qui nous permet de préparer en une seule fois approximativement 1000 cookies. Vous avez sa table de travail, son frigo dans lequel il stocke ses œufs, son beurre. Et vous avez actuellement donc la dresseuse qui est en route, qui nous permet de peser précisément des petits pâtons au poids requêté avant de passer au dressage des plaques de cuisson. Vous avez donc à ce titre Nelly ici présente, qui est en train de dresser des brookies, donc un dérivé de notre pâte à cookies, un format 120 grammes carré très généreux, et qui propose donc de préparer ces grilles sur une échelle à destination du four ici présent qui nous permet de cuire 300 cookies toutes les 10-15 minutes. Il est important effectivement de vérifier la cuisson en fin de process. Ça peut se jouer à 1 ou 2 minutes près et effectivement pour vraiment arriver à la texture qu'on souhaite proposer à nos clients, croustillant sur le dessus, fondant à l'intérieur, on se doit d'avoir une cuisson très précise. Et on a beau avoir un super four très fiable en température et vraiment du top, il faut quand même être alerte sur les derniers instants de cuisson pour être certain d'être vraiment sur le produit qu'on souhaite proposer à tous. Pierre & Team Cookies, démarrage en 2015. C'est 2 amis d'enfance, donc Pierre, moi-même, et Tim. L'envie de créer quelque chose de bon au départ, d'artisanal. Tout notre développement est basé énormément sur les produits de qualité, le circuit court. Donc c'est au départ une idée de se dire, voilà, faire quelque chose de bon, de frais et d'innovant aussi, qu'on ne voit pas partout vers chez nous. On va chercher les œufs. Salut Tim. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah ouais, bien et toi? Bon, est-ce qu'elles ont pondu ce matin? Bah écoute, plutôt bien, ouais, elles t'ont préparé des beaux petits œufs, tu vois, j'en ai fait une belle petite caisse, donc ta commande de 360 est prête. On a nos 360 œufs du jour, c'est parfait, on va pouvoir transformer tout ça en cookies. Exactement. Aujourd'hui, on produit entre 2000 et environ 2000 cookies par jour.
Clairement, entre 1500 et 2000, ça varie un petit peu. Donc on est sur une base de entre 40 et 50 000 cookies par mois. L'objectif 2023, c'est de passer à 60 000 cookies par mois et 2024 de doubler, donc 80 000 cookies par mois. On a plein de petites pépites dans nos boutiques, comme du thé matcha, du yuzu meringue, cranberry chocolat blanc en ce moment. Voilà, on essaie de diversifier au maximum et de s'adresser au plus de personnes, à tous les gourmands en tout cas. Très beau reportage. Ça vous donne envie de déguster, Mathilde? Évidemment. Les cookies, c'est une de mes pâtisseries préférées en plus, donc oui. Céline? On les a dégustés d'ailleurs en Et rédaction. alors, ils sont comment? Ils sont très bons, très bons. Très bons. Ouais, Bon, c'est ça. vous les Surtout ceux à la recommandez. praline. Alors on continue à vous mettre l'eau à la bouche dans ce 7-8. On va parler de fromage. Reblochon, camembert et mental. Les Français comptent parmi les plus gros mangeurs de fromage. Et chaque année, le deuxième week-end d'octobre, les Yvelines accueillent le plus grand festival de fromage d'Île-de-France à Meulan en Yvelines. Producteurs traditionnels, affineurs mais aussi viticulteurs viennent présenter leur métier et leurs produits. Ils viennent de toute la France pour célébrer le fromage à Meulan en Yvelines. Et avec 300 variétés différentes, il y en a pour tous les goûts. On propose de la tome fermière, qui est de la tome de vache, de jersiaise, au lait de jersiaise. On a plusieurs affinages, on a eu une médaille d'argent en Ile-de-France. Et donc on a la tome jeune, la tome de printemps, d'hiver, la tome vieille. Ensuite on a plusieurs produits frais comme des yaourts, des crèmes dessert, crème fraîche, faisselle, fromage blanc, fromage frais, voilà, à peu près. On a goûté quelques fromages. Moi, perso, je n'aime pas le fromage fort. J'aime bien ceux qui sont un petit peu durs, la pâte dure, donc du coup. Le chèvre, j'aime bien aussi. On a pris de la ligo, voilà, tout ça. C'est bon, mais je préfère ceux avec du paquet. J'aime pas les vrais fromages. Et pour cette 27e édition, ce sont les Alpes qui sont mises à l'honneur. Véritable rendez-vous pour les professionnels avec une cinquantaine d'exposants. La plupart sont des affineurs ou des producteurs. Cette possibilité de faire connaître nos produits aux consommateurs, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer nos métiers, et ça c'est un vrai plaisir. Et cette année est particulière puisque Meulan-en-Yvelines a obtenu le label Année de la gastronomie, une distinction qui met en avant les initiatives de valorisation de la gastronomie sur tout le territoire. On a toujours à peu près 30 000 visiteurs sur tout le week-end, donc un gros succès. Et puis des exposants fromage et vin qui viennent de toute la France. Donc on est très contents parce qu'on fidélise nos exposants et on fidélise aussi nos visiteurs. Et ce sont plus de 300 000 morceaux de fromage qui sont dégustés chaque année durant le week-end. Mathilde, Céline, je vais vous poser la question qui tue. Cookie ou fromage? C'est très très compliqué, Mickaël, mais je pense que je dirais fromage quand même. Fromage, et pour vous, Céline? Je suis savoyarde, donc fromage. Fromage. Alors, on va maintenant ouvrir une page culture dans ce 7-8. On va prendre la direction de Chevreuse. C'est un rendez-vous à noter dans vos agendas. C'est la deuxième exposition du musée Grattalou depuis son ouverture en mars 2022. Les fables de La Fontaine, le rêve de Lucas Kandel, a débuté le 12 octobre 2022 et se prolongera jusqu'au 27 février 2023. Un reportage de vous, Céline Charles. Le corbeau, fier et orgueilleux, était perché sur un arbre. Le renard, rusé et flatteur, voulut lui prendre son fromage. Le corbeau et le renard, la poule aux œufs d'or ou encore le renard et la cigogne, les fables de La Fontaine n'ont plus de secret pour l'artiste peintre Lucas Kandel. À travers son exposition au musée Grattalou, il nous propose sa propre interprétation des fables à travers une quinzaine de toiles. Ça touchait ce côté un peu de rêve, un peu imaginaire. Ça permet aux artistes, justement dans le domaine d'art un peu fantastique, de les interpréter, chaque artiste à sa façon. Ce qui me plaît assez, que justement, même les personnes qui connaissent les fables, finalement, ils se disent, tiens, je l'ai imaginé comme ça, et finalement, je la vois tout petit peu métamorphosée par l'artiste qui expose ici. Chef de file du mouvement réalisme magique en France, Lucas Kandel propose une vision réaliste du monde moderne en y ajoutant des éléments magiques, fantastiques et surréalistes. Un tableau aussi qui est le conseil tenu par les rats. Moi, je les ai suspendus dans l'espace. Et donc, la cloche représente finalement ce qu'ils racontent. Et eux, ils sont suspendus par leur queue.
Et donc finalement ils se balancent, ils sont ensemble et finalement ils règlent leurs problèmes de cette façon-là. L'artiste pictural, je dirais que le résultat c'est le rêve éveillé. Ce sont les personnes qui n'ont pas obligation de dormir pour raconter leurs rêves. Lucas Kandel est le premier artiste invité au musée après l'exposition Ciel et Terre du peintre Grattalou qui a comptabilisé plus de 150 visiteurs par mois. Le fonctionnement, il est très simple, c'est que nous allons faire 2 expositions par an, donc une nécessairement sur le peintre Grattalou autour d'une thématique spécifique, et puis une deuxième où nous aurons justement un artiste invité. L'artiste s'est lancé le pari d'illustrer l'ensemble des fables de La Fontaine. Il en a déjà peint plus de la moitié, 90 fables restent encore à réaliser. Céline, vous avez tourné ce reportage. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette exposition ? C'est une très jolie exposition qui plonge vraiment dans un monde féerique. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous fait redécouvrir toutes les fables, et notamment celles qu'on ne connaissait pas. Voilà, il y en a beaucoup de connues, mais il y en a aussi qu'on ne connaissait pas. Et il les interprète vraiment à sa manière, comme il le dit, chaque artiste a sa propre vision des choses. Et la sienne était très imagée, très dans le rêve, dans l'imaginaire, c'était très joli. On continue par un spectacle. Le public a rendez-vous ce vendredi 28 octobre à 20h30 au théâtre Octave Mirbeau à Triel-sur-Seine pour une pièce de théâtre. Mais c'est un spectacle particulier intitulé « Je me porte bien » pour sensibiliser les participants contre les violences conjugales. Une initiative de la police municipale de la commune. Pour en parler avec nous, Pascal Gilles, maire adjoint à la sécurité et à la prévention à Triel-sur-Seine, et David Désiré, directeur de la police municipale à Triel-sur-Seine. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci de nous accueillir. Alors pourquoi vous vous êtes engagé sur cette thématique ? C'était un sujet de campagne qui nous tenait à cœur avec monsieur le maire. Moi-même étant membre des forces de l'ordre avant de rentrer sur la liste municipale, nous sommes au cœur du sujet. Nous voyons malheureusement, je dis bien malheureusement, une croissance des féminicides et des violences faites aux femmes. Donc on voulait, nous, apporter notre petite pierre à l'édifice et essayer d'aider les femmes qui étaient victimes à notre niveau local de ces violences. David, des violences aussi sur votre secteur ou pas forcément? Ça peut être dans tout le département, dans toute la région, toute la France? Sur Triel, c'est une ville tranquille. Il n'y a pas de plus qu'ailleurs. Mais malheureusement, comme ailleurs, ça arrive, il y a des violences. On intervient régulièrement sur des différents conjugaux, différents familiaux. Et on peut s'apercevoir des fois qu'il y a des traces de coups. Donc oui, c'est pas évident à traiter parce que la personne est malheureusement souvent dans le déni. Donc elle ne souhaite pas toujours qu'on intervienne de la façon la plus adaptée. Vous intervenez, vous, en tant que policier municipal? Oui, on est souvent les primo-arrivants. C'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude de nous appeler. Ça peut être les voisins, ça peut être le voisin du dessous, ça peut être même quelqu'un de la maison qui nous appelle. Et oui, ça nous arrive régulièrement qu'on intervienne dans ce genre de situation. Mathilde? Pourquoi une pièce de théâtre pour sensibiliser plus facilement les gens sur cette question-là? Pour faire passer un message qui soit le plus perceptible par tous. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'évoquer ce sujet, qui est assez dramatique, donc pouvoir faire passer le message que ça existe et que aussi libérer la parole de la part de ces femmes qui en sont victimes, qu'elles arrivent et leur montrer qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, des gens qui sont formés pour leur apporter l'aide nécessaire. Parce que c'est pas évident pour ces femmes de franchir le pas et d'évoquer cette problématique. Et la spécificité de cette pièce, c'est que l'auteur, c'est une policière, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et c'était important aussi pour vous que ça soit une policière qui mette en scène cette pièce? Oui, parce que sont au cœur du sujet, donc elles reçoivent directement les plaintes de ces personnes et elles peuvent voir les dommages aussi bien physiques et psychologiques que cela engendre sur les femmes qui en sont victimes. Elle a créé d'ailleurs cette pièce par rapport à tout ça, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a pu voir au cours de sa carrière. Elle a vu quelques situations dramatiques, comme disait M. Gilles, et c'est ce qui l'a poussé, comme peut-être une sorte d'exutoire, parce que les policiers prennent ça en pleine face, et après il faut rentrer à la maison et faire avec. Donc il y en a qui vont faire du sport, d'autres qui font des compétitions de choses, ils essaient de se changer les esprits, et elle a fait le choix d'écrire et de faire cette pièce de théâtre. Combien de personnes ont travaillé sur cette pièce? Sonia est l'auteur et la metteur en scène, et donc il y a l'actrice Caroline Misbach qui fait la pièce, quoi. Donc elles sont deux.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette pièce? Comment ça se déroule? C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rose, qui est jeune, sportive, pleine de vie, qui rencontre son prince charmant et qui se promet que c'est le seul et l'unique, il n'y en aura pas d'autre, c'est celui-là. Et puis le temps va passer et puis la violence va s'installer et elle va pas pouvoir se sortir de cette situation. Je ne vous raconte pas la fin de la pièce, il y a quand même une fin, mais je laisse les spectateurs venir et découvrir. Voilà. Mais oui, elle va expliquer la difficulté que ces personnes-là peuvent avoir à s'extraire de cette emprise, parce que c'est clairement une emprise, et avec une emprise psychologique, avec des violences, il y a des violences physiques, mais il y a aussi des violences psychologiques, il peut y avoir aussi des violences, ce qu'on appelle financières, c'est tout bête, mais ne pas avoir accès à sa carte bleue, ne pas avoir accès à tout ce genre de choses pour garder l'emprise sur cette personne. Et elle devient complètement dépendante. Sans s'en rendre compte, petit à petit, il l'isole de tout, des amis, de la famille, et elle devient complètement dépendante de son bourreau. Quand vous avez monté ce spectacle, quelles ont été les réactions autour de ce spectacle? On va rester modeste, on ne l'a pas monté. C'est vraiment Sonia qui l'a fait. On travaille en collaboration avec une association qui s'appelle Raid Aventure Organisation, et cette association-là travaille plus étroitement et qui propose cette pièce de théâtre aux communes qui souhaitent le mettre en œuvre sur leur commune. Est-ce que vous avez prévu un débat derrière? Tout à fait. Oui, il y aura un temps d'échange juste après la fin de la séance. D'accord. Vous attendez combien de personnes à peu près, vous savez, ou pas encore? On espère combler la salle le plus possible, je veux dire. Il y a déjà pas mal de réservations, mais il reste encore des places. Oui. Vous pouvez encore réserver, il n'y a pas de souci, il reste encore des places. Mathilde? On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur parce qu'il me semble que les dimanches, vous proposez toujours un cours de self-défense aux femmes pour qu'elles puissent apprendre à se défendre elles-mêmes. Vous le faites toujours? Tout à fait. Ouais. Donc depuis le début de notre mandat, j'ai mis ça en place et on propose, c'est totalement gratuit, à toutes les Trielloises, donc une session par mois, dimanche matin, donc d'initiation à la self-défense, tout à fait. Je ne devrais pas le dire, mais on a quelques femmes de Verneuil et de Vernouillet. Mais ça reste secret. De la demande. Merci à tous les deux d'être passés. Je me porte bien, c'est ce vendredi 28 octobre à 20h30 à Triel-sur-Seine. On est mercredi, comme d'habitude, nous allons ouvrir une page cinéma. Vous le savez tous, on approche d'Halloween. Est-ce que vous avez des films d'horreur à nous recommander autour de cette table? Céline? Les Scream, incontournables. Oui, je pense que c'est tout le monde en a au moins vu un. Oui, Scream, oui. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez des films d'horreur à nous conseiller? Là, peut-être que vous n'êtes pas amateur. Voilà, un film d'horreur, non. Si je devais en choisir un, ce serait Shining. Shining, oui. Un classique. Oui, Mathilde, vous? J'aime pas du tout les films d'horreur. Tout le monde n'aime pas les films d'horreur. Et vous, Mickaël? Ah, moi j'en ai beaucoup. Ouais, les Scream, c'est vrai que j'aime beaucoup les Scream. Hein. Pour le coup, les Scream, Shining, un classique. Il y en a tellement, on peut pas tous les citer. Alors, le professeur de cinéma à Versailles, Vincent Mirabel, a lui son coup de cœur. Regardez. Vous en avez assez de tourner en rond avec toujours les mêmes films d'horreur qu'on vous recommande? Dying Breed est un film australien à découvrir absolument. Dying Breed, ça veut dire race en voie de disparition. Et c'est bien ça dont il va s'agir avec des créatures totalement arriérées qui vont s'en prendre à un groupe de jeunes gens. Le scénario semble assez classique. Mais ce qui est intéressant avec ce film australien Dying Breed, c'est qu'il est réalisé par une femme et que celle-ci a un grand talent. 4 jeunes adultes responsables partent sur une île de Tasmanie. L'île de Tasmanie s'est située au large de l'Australie et ce sont des gens particulièrement raisonnables. Ils connaissent tous les codes des films d'horreur, ils savent ce qu'il ne faut pas faire et voilà pourquoi le film devient très intéressant. C'est que les arriérés qui vont s'en prendre à eux vont devoir être plus malins que ces malins jeunes gens. Donc la course-poursuite est réelle. C'est un film évidemment inquiétant qu'il faut déconseiller aux âmes sensibles, mais l'ambiance est remarquable et les décors de l'île de Tasmanie, très peu connus, sont absolument remarquables. On est dans une ambiance inquiétante à souhait et le film évidemment va aller de surprise en surprise jusqu'à devenir malheureusement ou heureusement pour les amateurs totalement gore. Mais l'ensemble du film reste extrêmement raisonnable et pourtant très inquiétant.
je vous recommande Dying Breed 2018, ce film australien d'horreur. Avec le rire à la fin, ça a l'air super sympa, mais quand même un petit peu gore hein, quand même. Alors on continue à parler d'Halloween avec vous, Céline Charles. Vous nous proposez de découvrir les sorties cinéma de ce mercredi. Je crois que pour le premier, on est dans le thème. Hein. Et oui, toujours qui dit Halloween dit bien sûr, vous l'avez dit, film d'horreur. Je ne pouvais commencer ces sorties cinéma autrement qu'avec un bon film qu'on aime regarder pour se faire peur. Alors il s'agit du film La Proie du Diable du réalisateur Daniel Stamm. Donc c'est un film qui explore une nouvelle facette de l'exorcisme. C'est l'entraînement intensif de religieux prêts à se battre contre les démons. L'histoire est plutôt simple. Selon les archives du Vatican, les cas de possession démoniaque ont considérablement augmenté ces dernières années. Pour y faire face, l'Église catholique a secrètement réouvert les écoles d'exorcisme. C'est une jeune nonne, sœur Anne, qui est initiée pour exorciser les possédés. La Proie du Diable est un film horrifique mais assez original de par ses thèmes plutôt innovants. Par exemple, la place des femmes dans l'Église ou bien la thérapie. On va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Certains d'entre vous le savent déjà, nous avons une femme qui vient étudier dans cette classe, seulement en tant qu'observatrice. Descendons dans les entrailles de l'enfer, si vous le voulez bien. Il y a plus de possessions signalées de nos jours que dans toutes les autres époques de l'histoire. Nous devons combattre pour sauver chaque âme. Défends-nous dans le combat contre les esprits de la malveillance. On vous sent pas bien, Mathilde? Non, moi c'est clairement pas un film que j'irai voir, ça me donne des frissons rien qu'à regarder la bande-annonce. Ah oui, effectivement, n'allez pas le voir. Oui, effectivement, frissons, malaise et angoisse, c'est les promesses du film, donc âme sensible, s'abstenir. On poursuit avec La Conspiration du Caire du réalisateur Tariq Saleh. C'est le thriller de la semaine. Il vous plonge en plein conflit politique et religieux au cœur de l'université islamique Al-Azhar du Caire. Adam, fils de pêcheur, réussit à intégrer la prestigieuse université, lieu central du pouvoir de l'islam sunnite, une sorte de Harvard du Coran. Mais lorsque le grand imam à la tête de cette institution décède le jour même de la rentrée, Adam va se retrouver à son insu en plein milieu d'une guerre d'influence pour trouver son successeur. C'est un film à suspense, un thriller d'espionnage à l'intrigue complexe, prix du scénario à Cannes, qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière image. Deux films un peu sombres, mais il y a aussi la comédie, Céline. Et oui, un peu plus de légèreté maintenant. On va parler d'une comédie française. L'équipe de Barbecue est de retour pour Plancha d'Éric Lavenne. Pour ce nouveau film, on prend les mêmes, ou presque, et on recommence. Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquarec et Jérôme Commandeur reviennent donc après 8 ans. Après les Cévennes du premier opus, direction la Bretagne où nos compères se réjouissent de fêter les 50 ans de leur ami Yves, avec les landes à perte de vue, les vieilles pierres, les plages de sable fin, le Fest-Noz. Tout est en apparence prévu pour un séjour idyllique, sauf bien sûr, Bretagne oblige, et le beau temps qui n'est pas présent. Comme d'habitude. C'est comme d'habitude. C'est pas tout le temps vrai, hein. C'est pas tout le temps vrai. C'est beau en Bretagne. Bon. C'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine. Et donc sur place, la cohabitation s'annonce un petit peu compliquée. Les amis de toujours pourraient bien se brouiller lors d'importantes révélations. On va regarder aussi un extrait de la bande-annonce. Oh putain. Vous inquiétez pas, c'est la Bretagne, il y a toujours plein de trucs à faire. La Palourde se situe à la limite du sable sec. Mais y a pas de sable sec ici, il est mouillé ton sable. Et toi Nathalie, tu fais quoi maintenant? Je me suis inscrite à un cours de sculpture. Ah, tu travailles toujours pas quoi? Je me suis fait piquer par une guêpe en Bretagne, elle vise ma couille. Valentina, elle a un cousin qui s'est fait piquer au party comme toi. Il a gonflé, et il est mort. Merci Jean-Mich. Et enfin, dernier film, pour les plus jeunes peut-être, L'école est à nous, une comédie signée Alexandre Castagnetti. Alors, autour de cette table, qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire ce qu'il voulait à l'école, eh bien, eux, ils l'ont fait. Alors, l'histoire se centre autour d'une professeure de mathématiques un peu excentrique qui va profiter d'une grève générale dans un collège pour tenter un concept inédit, donner à ses élèves carte blanche et leur laisser faire ce qu'ils veulent. C'est un film qui questionne l'éducation et l'école avec humour et optimisme. Vous préférez quel film autour de cette table Eh bien, je dirais le dernier. J'ai bien envie de voir le dernier. L'école est à nous. Qui pas le film d'horreur. Non, pas du tout. Et vous, Céline, film d'horreur du coup? Non, toujours pas film d'horreur. Moi, je dirais peut-être effectivement L'école est à nous. Ouais, il y a des belles valeurs qui sont discutées.
Moi, je pense que ça. Et vous, Nico? Plein de chats et un petit côté humour, voilà. Avec La Franck comédie Dubosc. avec Franck Dubosc. J'aime beaucoup Franck Dubosc. Merci Céline. Vous m'avez en tout cas donné envie d'aller au cinéma dans les prochains jours. On termine par la météo. Ce jeudi, il fera donc plutôt beau dans les Yvelines. Le ciel sera partiellement couvert dans le nord et le sud du département. Les températures seront plutôt douces pour la saison le matin. Il fera 16 degrés à Mantes-la-Jolie et Versailles, 15 degrés à Houdan et Rambouillet. L'après-midi, le temps sera également couvert sur l'ensemble du département de Rambouillet à Mantes-la-Jolie. On pourra quand même sortir en t-shirt l'après-midi. Il fera 22 degrés à Mantes-la-Jolie et 21 degrés à Rambouillet. Des températures bien au-dessus des normales de saison. Et demain, nous fêterons la Sainte-Emeline. Alors c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Céline, merci Mathilde pour toutes ces chroniques et toutes ces interventions dans ce 7-8. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV78.